vous remercie, messieurs, dames. Et je dirais de prime abord que cette rencontre ici, elle pourra avoir une influence significative sur des centaines de millions de personnes d'ascendance africaine, de toutes les catégories de personnes instruites, de personnes non instruites, de personnes riches ou pauvres, et sur tous les continents, et dans toutes les cultures, et dans tous les pays du monde, qui ont au moins une fois, deux, trois dans la vie, qui ont souffert du fait qu'elles sont des personnes d'ascendance africaine. C'est une anomalie dans l'humanité, dans la convivialité, qui requiert l'engagement, la combativité de nous tous, sans faiblir en aucun moment. En Mauritanie, d'où je viens, il y a un apartheid implanté en Afrique de l'Ouest. La Mauritanie, mon pays qui est situé entre le Sénégal et le Maroc, qui est un pays de l'Union africaine, un pays des Nations Unies, est un pays qui vit une discrimination raciale non écrite, mais très apparentée à la discrimination raciale qu'ont vécu les Noirs en Afrique du Sud. La France, avant son arrivée en Mauritanie comme État colonial, il y avait une première colonisation. Il y avait les conquérants arabo-berbères qui ont investi en grande partie le territoire de la Mauritanie et qui ont soumis les populations autochtones, les populations africaines au joug de l'esclavage. L'arrivée de la France a permis aux premiers colons de faire un pacte avec les nouveaux colons. Vous nous laissez nos esclaves, nos périmètres agricoles sur lesquels vivent nos esclaves et sur lesquels nous exploitons nos esclaves. Vous nous laissez notre main-d'œuvre servile, nos esclaves, que nous avons commencé déjà à transmettre à nos ascendants de père en fils. Et les autorités françaises, l'État français a fait un pacte avec les suzerains esclavagistes arabo-berbères pour leur permettre, malgré la mission émancipatrice de la France, la fameuse mission émancipatrice, l'esclavage est resté pratiqué sous la barbe de la mission émancipatrice de la France, de l'État français, de la patrie des droits de l'homme. C'est ainsi que là où je vous parle, il y a 20% d'arabo-berbères, 80% de noirs africains, mais l'État, le pays est totalement entre les mains de cette minorité. Et tenez-vous bien, il y a 20% de la population mauritanienne qui sont des esclaves par ascendance, des esclaves par la naissance. Ce sont donc des gens qui naissent esclaves et qui sont transmis, qui sont propriétés comme des objets meubles ou immeubles. Ils s'exercent sur eux les mêmes attributs de la propriété qu'ils exercent sur les biens meubles et immeubles que vous avez ici chez vous. Bon, ces personnes n'ont pas de papiers d'état civil. Ils n'ont pas le droit à l'éducation. Ils subissent des travaux forcés, sans repos, sans salaire et sans soins. Les femmes et les filles parmi ces populations serviles esclaves subissent le droit
du code noir, du code d'esclavage qui est toujours en vigueur en Mauritanie et que l'Europe et l'Amérique ont aboli depuis les années 1800. Ce code que moi-même j'ai volontairement incinéré, publiquement incinéré, en guise de protestation pour attirer l'attention du monde et pour porter un coup, pour secouer le cocotier, ce code que j'ai incinéré le 12 avril 2012, le 27 avril 2012, m'a valu, moi et plusieurs de mes compagnons, la condamnation à la peine capitale pour apostasie. Donc, nous étions excommuniés de l'islam par l'État, par le chef de l'État lui-même, par ses juges, par ses érudits, par ses tribunaux qui ont décidé que nous sommes maintenant en dehors de l'islam parce qu'on a détruit ce code d'esclavage. Et on a passé 4 mois dans le couloir de la mort. Et c'est avec l'engagement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, des Nations Unies, des organisations non gouvernementales comme Amnesty International, comme la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, et bien d'autres. C'est avec leur engagement et une mobilisation populaire soutenue que nous avons échappé à la mort qui était prescrite et décrétée en Conseil des ministres par les chefs de l'État et par ses différents érudits. Ce code noir stipule qu'il y a une race d'esclaves, ce sont les Noirs. Ce code noir stipule qu'un homme qui a ses esclaves, quand il a un garçon esclave qui est beau, qu'il doit le castrer pour que le sang pur des femmes et des filles du maître ne puisse pas se mélanger avec le sang impur de l'esclave en cas d'aventure sexuelle. Ce code aussi autorise la vente de l'homme noir, la vente d'une partie de l'homme noir. Par exemple, 2 ou 3 personnes peuvent acheter en même temps une personne, un esclave, et chacun d'eux a une partie, un quart, un tiers ou une moitié de la personne. C'est ce qui est prescrit dans ces codes que nous avons incinérés. Dans ces codes aussi, il est stipulé que le propriétaire des esclaves a le droit d'utiliser les filles et les femmes qui sont ses esclaves, de les utiliser sexuellement, abstraction faite de leur âge, de leur nombre ou de leur consentement. C'est pourquoi, dans ma maison, il y a des filles de 12 ans, de 15 ans, de 17 ans, de 19 ans, de 20 ans, que nous avons libérées de l'esclavage, alors qu'elles ont déjà un enfant, malgré leur jeune âge, un enfant, 2, 3 ou 4. Et quand on pose à cette fille qui sont les pères de ses enfants, elle ne connaît pas, parce que le chef de famille l'utilise sexuellement, dès l'âge de 8 ans, 9 ans. Son fils aussi l'utilise à sa guise, son cousin, son voisin, son étranger, son chauffeur, son employeur. Et voilà, les enfants viennent et elle ne peut pas savoir qui est le père de qui, avec tout ce qu'il y a comme mort, comme la mort quand elle accouche, les jeunes fillettes esclaves, les maladies sexuelles, parce qu'elles n'ont pas accès aux protections, parce qu'elles ne sont pas maîtres de leur corps, parce que les codes noirs, les codes d'esclavage que nous avons incinérés, considèrent que le corps de la fille et de la femme esclave est propriété de son maître, qu'elle doit se soumettre. Tenez-vous bien, ce code noir est incinéré dans la constitution mauritanienne comme principale source de loi. Il est prescrit dans la constitution mauritanienne comme la seule interprétation valable, acceptée et officielle de la religion musulmane. Et c'est pourquoi nous, les militants anti-esclavagistes, nous sommes
considérés comme des apostats, des ennemis de l'islam, parce que nous combattons l'un des piliers de la religion musulmane, selon l'État mauritanien et les groupes dominants qui dirigent l'État mauritanien et qui ont fondé leur mode de vie sur l'esclavage et leur code d'honneur sur l'esclavage. Notre organisation Iran-Mauritanie est bien sûr interdite. Après des actions populaires qu'on a organisées pour libérer des esclaves, l'État mauritanien a procédé à des répressions systématiques et des emprisonnements continus, moi-même et plusieurs des membres. Tous les membres de notre organisation en Mauritanie ont subi les prisons, une fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois. Moi-même, j'ai séjourné 3 fois en prison. La dernière fois, j'ai fait 18 mois en prison. Et depuis lors, des amis aussi ont été arrêtés, ont écopé même de 15 ans de prison parce qu'ils militent contre l'esclavage en Mauritanie. Le haut risque en Mauritanie, le crime numéro 1 en Mauritanie, c'est le militantisme contre l'esclavage et le racisme anti-noir. Maintenant, notre organisation est très esselée dans le pays. Moi-même, j'ai été obligé de déplacer ma famille au Sénégal. Il y a des prisonniers parmi nous qui sont dans les geôles mauritaniennes. Et il y a le Rimbaud Push du révérend J.C. Jackson qui m'avait invité en juillet passé à Chicago, avec qui j'ai eu des rencontres, et notamment aussi avec l'organisation Abolition Institute. Il nous rend des visites en Mauritanie et c'était hier que l'avion de Air France qui les transportait a atterri à l'aéroport de Nouakchott et ils ont trouvé que les autorités préparaient leur expulsion immédiate. Et immédiatement, cette délégation d'Afro-Américains et de militants anti-esclavagistes américains et de militants antiracistes américains a été refoulée de Nouakchott. Donc, les autorités mauritaniennes, après la répression dure qu'ils font subir au mouvement abolitionniste mauritanien que je dirige, ils ont commencé aussi à faire la guerre à toutes les organisations anti-esclavagistes qui viennent nous rendre visite. Tout dernièrement, il y a 2 expulsions, 2 jeunes femmes françaises qui venaient pour faire des enquêtes journalistiques et universitaires sur l'esclavage en Mauritanie ont aussi été déclarées persona non grata en Mauritanie et ont été expulsées. Ce qui se passe en Mauritanie, c'est que la Mauritanie est la tête de pont des sociétés arabo-musulmanes qui n'ont pas encore déconstruit l'esclavage et la perception antique de l'homme noir. Comme vous le savez, parallèlement à la traite atlantique, il y a aussi la traite arabo-musulmane, la traite orientale, qui a aussi saigné l'Afrique que la traite occidentale, que le commerce triangulaire. Je veux attirer votre attention qu'il n'y a pas assez de contact entre vous et la diaspora noire dans le monde arabo-musulman. Elle existe par dizaines de millions. Elle souffre. Ils sont confrontés à des sociétés hermétiques qui n'ont pas de médias accessibles comme ici en Europe, comme en Amérique, en Occident, bien que je considère que les luttes aussi sont opprimées ici en Occident, les luttes anti-noires. Je ne jette pas les fleurs à l'Occident par rapport à cette situation. Cette diaspora noire dans le monde arabo-musulman a besoin que vous partez à sa rencontre. Faites des recherches, faites des contacts, faites des déplacements. Là-bas, dans beaucoup de pays, de cette ligne arabo-musulmane qui part de l'Atlantique, de la Mauritanie, en passant par l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, le Golfe, et jusqu'en Inde, il y a des dizaines de millions d'Africains qui sont encore exclus de l'humanité
exclus de toute participation à la vie sociale active, exclus de toute responsabilité. Et c'est quelque chose qui nous rend tristes, très tristes, que au sein des médias du monde, on n'arrive pas encore à faire apparaître la violence indicible, morale, sociale et physique que vivent ces Africains. Notre rôle, nous, en tant que mouvement abolitionniste en Mauritanie, c'est de jouer le représentant de ces communautés jusqu'à ce que les yeux du monde entier s'ouvrent sur elles et surtout les yeux des gens comme vous. Je vous remercie.